Wilbramar, bonjour. Bonjour Nadia. Merci de vous prêter à l'exercice de l'interview. Oui, merci beaucoup aussi. Je vous en prie. Donc, vous écrivez des poésies. Vous avez écrit 3 ouvrages, notamment sur des poésies, oui. Notamment le dernier Métis. Est-ce que vous pourriez, avant de présenter votre livre, vous présenter vous-même? Qui êtes-vous, Wilbramar? Qui je suis? Oh, c'est une tâche qui va être longue parce que... court peut-être. Donnez-nous l'essentiel. Parce que j'ai dépassé les 21 ans, peut-être... c'est pas flagrant comme ça. C'est pas flagrant comme ça, voilà. Donc, j'ai une longue vie derrière moi. D'accord. Et une longue vie de travail tout à fait ordinaire, comme ingénieur, beaucoup de voyages. Mais pendant 30 années, j'ai écrit sans dire à personne. D'accord. Même pas à mon épouse. D'accord. Et vous faisiez ça du coup en cachette la nuit? À quel moment vous écriviez? Ah mais ça, il n'y a pas de... Oui, en général c'est la nuit parce que je travaillais le jour, donc c'était un peu difficile d'écrire des poèmes au bureau. C'était en général la nuit. Et puis de toute façon, l'inspiration ne se commandant pas, j'ai toujours un petit carnet. D'accord. Et donc vous notiez les idées? Voilà, je note les idées, puis après je reprends parce que j'ai réussi à comprendre le processus de création d'un poème. Le plus difficile, c'est l'accroche. D'accord. Donc l'accroche, elle vient sans qu'il y ait vraiment de règles particulières. On a tout d'un coup une phrase, on se dit tiens, ce sera un bon début. Il faut absolument le noter, parce que ça s'inscrit dans la mémoire, dans une mémoire très temporaire du cerveau, et 10 minutes après, ça a disparu. Donc, il faut noter cette accroche, et puis ensuite on la laisse reposer, et puis après on la reprend. On la retravaille. On la retravaille, le reste vient, et la dernière difficulté, c'est la fin. Les 2 grandes difficultés d'un poème, c'est le début et la fin. Et puis entre les deux, ça se fait tout seul. Moi, de toute façon, tout ce que j'ai écrit là, c'est pas du premier jet. C'est retravaillé. Il y a des poèmes qui ont été retravaillés 2 jours, 3 jours, d'autres 2 semaines, 3 semaines, d'autres 10 ans, 20 ans. Et j'ai repris la semaine dernière un poème que j'avais écrit en 1986. Ah oui. Voilà. D'accord. Qu'il ne me plaisait plus. J'avais enlevé un vers, c'était une catastrophe, tout s'est écroulé, c'est comme quand on prend une construction de gosse, tout s'écroule. Et puis je ne savais plus le reconstruire. Et tout d'un coup, l'inspiration est venue, j'ai pu raccrocher les morceaux, je l'ai envoyé sur un site parisien, il a été publié. Donc voilà, magnifique. Tout va bien, magnifique. Donc là, c'est votre 3e ouvrage, toujours édité chez l'Harmattan. C'est votre éditeur qui vous suit depuis votre premier livre, Le Goéland assassiné. Et parlez-nous de votre dernier ouvrage, donc Métis. Oui, alors c'est pas tout à fait le 3e ouvrage, parce que le 2e, qui s'appelle Philippines, c'était une déclinaison du premier avec des illustrations de dessinateurs, de très très bons dessinateurs bordelais. Donc en fait, au point de vue originalité des textes, c'est le 2e. Donc il faut que je parle de quoi? De celui-là? Absolument, parlez-nous de celui-ci. Je parle de Métis. Qui est apparu il y a très récemment d'ailleurs. Oui, en janvier. En janvier 2016. Janvier 2016, voilà. Donc Métis, c'est à la fois une continuité. Oui, alors est-ce que c'est justement une rupture, une continuité, un livre de maturité? Qu'est-ce que c'est? Rupture, non. Rupture, non, je ne suis pas l'homme des ruptures. Évolution, certainement. D'accord. Et évolution rapide, parce que le premier livre a été écrit à partir de 30 années d'écriture. Des textes qui s'étalent des années 80 jusqu'à 2014. D'accord. Donc c'est quand même assez hétérogène, sur des thèmes qui sont des thèmes classiques, la vie, la mort, l'amour. Oui. Là-dessus, alors, pas plus original que notre. Oui, puisque vous en parlez, je vais me permettre de rebondir. Il y a plusieurs chapitres dans votre livre, mais
moi, de ma lecture, il y a un découpage. Il y a un premier découpage où vos écrits, vos poésies sont très centrées sur l'amour et la sexualité. Et dans l'autre partie du livre, où là il y a d'autres références, on parle de guerre, on parle de pauvreté, on parle d'esclavage, on parle de l'Espagne, de l'Algérie, de l'Afrique, des religions, beaucoup de rouge, un peu de vin. On voit votre côté bordelais aussi, à travers votre livre. Mais alors, si vous me permettez, on va s'arrêter sur cette première partie où vos poésies sont très centrées sur l'amour et la sexualité. D'où vous vient cette inspiration ? C'est quand Est-ce même... que ça vous gêne ? Est-ce que c'est une question qui... Ça me gêne un peu, oui. Ça me gêne un peu, surtout la sexualité, parce que André Breton dit la poésie se fait dans un lit comme l'amour. Ces draps des fées sont l'aurore des choses. Mais il dit aussi ça ne se crie pas sur les toits. Il n'est pas coutume d'ouvrir la porte et d'appeler des témoins. Il est inconvenant, je crois, ce que je cite de mémoire, il est inconvenant d'ouvrir la porte et d'appeler des témoins. Donc c'est quand même un domaine très secret, bien sûr. Bon, par contre, c'est un domaine que tout le monde connaît. Mais alors pourquoi est-ce que c'est un thème qui vous inspire autant ? C'est quand même naturel. J'ai eu 4 enfants, je ne les ai pas eus par FIV. Donc, oui, mais alors on peut avoir 4 enfants, on peut vivre l'amour, on peut vivre la sexualité. Pourquoi c'est un thème qui vous inspire ? C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi ce thème particulièrement ? Non, c'est pas. Si on prend le livre en entier, le livre en entier, d'accord, mais il a été découpé. Commence il a été découpé. Ça. Et par exemple, tout ce qui concerne l'injustice du monde, à mes yeux, est au moins aussi important que aussi important. C'est moi ce qui m'a le plus marqué. Oui. Donc je comprends. L'amour... Peut-être c'est la partie à laquelle j'ai été le plus sensible. Mais effectivement, on va revenir sur toute la deuxième partie qui est tout aussi, voire plus importante. On est bien d'accord. Alors, d'abord, le premier chapitre, c'est pas l'amour. C'est Eros et Thanatos. C'est en tout cas le titre de ce chapitre. Donc Eros et Thanatos, c'est l'amour et la mort, et qui sont indissociables. C'est assez freudien comme thème. L'amour pourrait être, je n'ai pas fait de psychanalyse, mais il est encore temps, ça pourrait être une façon d'oublier la mort, ou de la combattre, ou de lui survivre à travers les enfants. Donc peut-être... Est-ce que vous-même, on sent effectivement beaucoup la mort dans l'ensemble de vos poésies de ce livre, est-ce que vous-même, vous avez cette peur ? Non, peur, pas du tout. Non, absolument pas. Mais l'envie de vivre. Envie de vivre aussi. L'envie d'aimer, l'envie de vivre, l'envie de ressentir. Voilà, on est en plein dans la libido de Freud, j'ai rien inventé. Donc il y a la pulsion de vie, la pulsion de mort, les deux sont intimement mêlés chez l'être humain. Je ne suis pas autre chose qu'un client potentiel de Freud ou de ses successeurs. Et l'être humain, il est continuellement balancé entre la vie et la mort. Et peut-être que l'amour, effectivement, c'est une façon soit de l'oublier, soit de lui faire un pied de nez en disant, voilà, moi je continue à vivre, et je continue à aimer, et je suis heureux, et puis peu importe ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Bon, alors après, j'arrête de vous embêter sur cette thématique, mais je vais quand même vous poser une dernière question. Oui. Est-ce qu'on écrit des choses qu'on a vécues, ou est-ce qu'on écrit des choses qu'on s'imagine, qui nous font fantasmer ? C'est toujours un mélange, pense. Je pense que la création totalement fantasmée, il y a des textes qui sont totalement imaginaires. D'accord. Mais la plupart du temps... Fantasmés ? Oui. Mais complètement imaginaires, qui n'ont pas existé. J'ai retrouvé un texte que j'avais écrit quand j'étais au Texas, quand j'étais dans le pétrole, sur Mary Ann, une noire d'un bistrot de Galveston. J'ai écrit quelque chose là-dessus avec un musicien. Le musicien n'existe pas, la noire n'existe pas, et le bistrot n'existe pas. D'accord. Mais ce qui existe,
c'est qu'à la fin du stage que j'avais fait chez Exxon, dans le groupe Exxon, on avait pris tous les ingénieurs dans un bus, on les avait amenés dans un boui-boui de la banlieue de Houston, où il y avait des Noirs, où il y avait des musiciens. Donc, à partir d'un matériau qui existe, on reconstruit une histoire. D'accord. Voilà. Donc, ce qui fait que ensuite, vouloir démêler le réel du fantasmé, c'est pratiquement impossible, et puis ça m'arrange bien. Oui, c'est pas voilà. Donc, alors, Wilbramar, dans une autre partie du livre, il y a énormément de références culturelles. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, c'est très facile. Normalement, je suis censé être un ingénieur, donc un scientifique. Mais en réalité, j'ai voulu être ingénieur pour embêter ma maman qui voulait que je sois professeur de lettres. D'accord. Donc en terminale, elle m'a dit il faut que tu sois professeur de lettres. J'ai dit non, je veux être officier de marine. Et puis comme et ça n'a rien à voir. Et puis comme j'avais pas une très très bonne vision, bon j'ai fait ma prépa, etc. Et puis j'ai été ingénieur. Je ne le regrette pas d'ailleurs parce que ça m'a donné une vie de voyage, une vie de rencontre très riche. Mais je pense que ma maman avait raison. C'est-à-dire que j'étais littéraire depuis le début, depuis la 6e, et puis ça ne s'est jamais démenti. Donc de toute façon, j'ai fait des programmes de lettres classiques avec une section qui s'appelait Aprine à l'époque, français, latin, grec, maths et physique, c'est-à-dire c'était la totale. C'était la totale, et bon, j'étais bon en français, très bon en français même, très bon en anglais, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais reçu au concours. C'était que j'avais des notes fulgurantes en lettres, et elles avaient des forts coefficients, en particulier aux mines. Donc cette vocation littéraire, elle s'est un peu occultée pendant le travail, puisqu'il fallait travailler dans des matières qui étaient le pétrole, l'informatique, etc. Mais le goût des lettres, il était sous-jacent, et puis l'écriture aussi. D'accord. Et la lecture aussi. Donc ça fait quand même quelques dizaines d'années que je vis. J'ai continué à lire, à découvrir et à m'intéresser à la poésie. Et le tournant, ça a certainement été la découverte des surréalistes, c'est-à-dire André Breton et sa bande entre les deux guerres, les années 30. Cette période des années 30 qui est absolument passionnante sur le plan non seulement social et politique, mais aussi culturel, où on a vu des gens. Bon, c'était après la Première Guerre mondiale, donc c'était l'explosion de la liberté après cette chape de plomb, déjà avant la guerre, très très oppressive, et puis la guerre en elle-même qui a été une horreur. Donc entre les deux guerres, une explosion dans tous les domaines, dans le domaine des mœurs, dans le domaine de la créativité littéraire, artistique, des gens comme Breton, mais pas que Breton. Il y a eu des Américains, il y a eu toute l'école, tous les Américains à Paris, et puis les Espagnols aussi à Paris, Pablo Picasso, Chagall, Breton, Miller, enfin Éluard, Desnos, Artaud, enfin il y a toute une floraison d'intellectuels, Boris Vian, et puis après la guerre, Gainsbourg, etc. Donc il y a eu vraiment un bouillonnement intellectuel qui vous inspire Ah oui, qui m'a absolument passionné. D'accord. Et alors maintenant, je découvre que ça a été un petit peu pareil dans le monde hispanique, non pas en Espagne, parce que à partir de la prise de pouvoir de Franco, ça a été la chape de plomb. Mais avant Franco, il y avait Lorca, qui est un des poètes que je préfère, peut-être même avant Rimbaud, et puis Apollinaire. Mais ensuite, toute une génération de poètes d'Amérique du Sud que je ne connaissais pas du tout
et que j'ai connu après la parution de mon premier bouquin, Le goéland assassiné. Parce que là, j'ai rencontré une poétesse colombienne qui avait monté Myriam Montoya, avec qui j'ai encore des relations épistolaires et par Internet surtout, pas épistolaires, par Internet. Et elle avait monté une petite maison d'édition qui s'appelait L'Oreille du Loup. Et son ambition, c'était d'éditer des livres bilingues. Alors, une langue et puis l'espagnol, puisqu'elle est colombienne. Donc, elle a édité un livre merveilleux avec une traduction du persan en français et du français en espagnol. Des poètes roumains, des poètes algériens, des poètes suédois, ça existe les poètes suédois. Pourquoi ça n'existe pas? Je ne savais pas que ça existait. Bref, elle m'a fait connaître, et puis aussi évidemment ses amies sud-américaines qu'elle a traduites en français. Donc il y a une très très grande richesse, je dirais qu'il y a autant de richesse en Amérique du Sud actuellement qu'il y avait de richesse chez nous entre les deux guerres. D'accord. Et c'est assez curieux quand même, c'est peut-être une contrepartie de l'oppression, mais si on les compare aux poètes espagnols, les poètes espagnols actuellement je les trouve assez éteints, il faut dire, j'espère qu'ils ne m'écoutent pas, peut-être qu'on va peut-être pas généraliser. On ne va peut-être pas généraliser, voilà, il y en a qui sont très bons sûrement. Mais les poètes sud-américains sont souvent issus de l'exil, de l'oppression, de la répression. Et donc ça crée des gens très très forts. Donc des références à la guerre, des références à l'Espagne, des références à la pauvreté, des références à l'esclavage. On sent aussi à travers vos poésies un vrai engagement social, Villepramart. Oui, social, politique, et puis une sensibilité. J'ai eu la chance de vivre dans un siècle merveilleux, puisque je suis né en 1939. D'accord. Donc tout de suite, on m'a mis dans le bain avec la guerre 39-45. Forcément. Ça commençait bien. Heureusement, j'étais dans mon berceau, je ne l'ai pas trop vu. Ensuite... Mais ça vous marque d'une façon ou d'une autre? Après coup, parce que moi j'étais dans les Pyrénées, dans un village très très tranquille. J'ai quand même un souvenir, je devais avoir 3 ou 4 ans, quand les Allemands sont montés dans le village et ont défilé dans la rue pour marquer leur présence là. Sur le territoire. Et donc c'était à Mossé, là, dans un petit village de 300-400 habitants. Mes parents étaient à l'école, ils ont défilé. Moi je devais avoir 2-3 ans, j'étais à la fenêtre et puis j'étais content, je trouvais ça super, je frappais des mains et je me souviens bien que c'était comme si c'était hier et pourtant ça date de plus de 70 ans. Ma mère qui me prend en arrière, qui ferme la fenêtre et qui me met dans la pièce. Et donc mais c'est pas un souvenir traumatisant ça, et pourtant je m'en souviens. Vous étiez en train de nous parler de votre deuxième souvenir de la guerre, Villepramart. Mon deuxième souvenir de la guerre, c'est quand mon père a été dénoncé comme communiste et que toute la famille est partie de nuit dans des chemins creux pour aller dormir chez un paysan dans la montagne. Et là aussi c'était très rigolo pour le gamin, c'était un petit peu comme les grandes vacances. Donc tout ça c'est des souvenirs qui auraient pu être dramatiques mais qui finalement ne m'ont pas marqué. Par contre ensuite, évidemment, quand on est plus âgé, on voit ce qui s'est passé et puis on réfléchit. Puis il y avait quand même beaucoup de réfugiés espagnols qui parlaient de la guerre d'Espagne. Bon, tout ça, ça a marqué. Ça a marqué votre vie. Même si on ne s'en rend pas compte sur le coup, ça marque. J'en profite pour rebondir. Les thématiques sont quand même liées à des émotions. Est-ce que c'est une façon d'évacuer ou de vos émotions finalement, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, que ce soit une souffrance, que ce soit l'amour, que ce soit... Est-ce que c'est une façon pour vous d'exprimer vos émotions, vos poésies? Je pense que oui. J'ai réfléchi parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé justement de la poésie de l'émotion à propos de mes livres. Et
contrairement à l'émotion qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire la poésie nombriliste, j'ai l'impression d'être un récepteur. D'accord. Donc... en souffrance d'autrui, finalement. Un récepteur, c'est le monde extérieur, je le regarde, je l'écoute, je le ressens, et puis ça crée des impressions très fortes. Donc évidemment, tout ce qui est violent, tout ce qui est agréable, tout ce qui est désagréable, tout ce qui est violent. Donc la guerre, forcément. Donc question guerre, j'ai quand même été baigné dans cette ambiance de guerre, puisque bon, je ne parle pas de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la peine de faire un dessin, mais tout de suite après, mes cousins sont partis en Indochine, et l'Indochine, curieusement, bien que je ne l'ai pas faite non plus, m'a laissé des souvenirs très vifs, parce que c'était l'époque où j'avais 14-15 ans. D'accord. Donc une pleine conscience. Donc, et puis aussi le gamin qui admire, qui a besoin de héros. Donc j'avais un cousin qui était parachutiste, qui a sauté sur Dien Bien Phu. J'avais un autre cousin qui était dans l'artillerie coloniale, qui avait un poste en Cochinchine, qui a été attaqué. Il m'a montré des images. Il m'a montré, on n'appelait pas ça des kamikazes à l'époque, mais ça existait déjà. Les Viet Minh, quand ils attaquaient un poste, ils envoyaient 2 ou 3 malheureux avec une ceinture d'explosifs. Et il y avait des tours qui gardaient le poste. Ils s'accrochaient à la tour et se faisaient sauter. Du coup, la tour sautait avec. Et donc mon cousin a été attaqué comme ça. Il m'a montré une photo. Quand on la voit à 15 ans, ça marque. On voit le bonhomme coupé en 2. On voit le corps et on voit la tête. Et on voit la tour par terre. Donc, bon, quand même, quand on a 15 ans, moi j'avais ces 2 cousins que j'admirais beaucoup, et puis je rêvais d'être marin, n'oubliez pas. Donc, oui, et puis avant, je rêvais d'être officier des affaires indigènes, parce que à l'époque, il y avait les héros de la guerre du Maroc. Enfin, toute ma famille, tous les hommes de ma famille, c'était en Catalogne. Les Corses et les Catalans fournissaient l'essentiel de l'armée coloniale française. Donc mon père était instructeur d'un régiment de tirailleurs sénégalais. Mes 2 cousins étaient dans l'armée coloniale. Mon oncle était dans l'armée coloniale. Donc tous les hommes de la famille étaient dans l'armée coloniale, et donc ils racontaient les histoires. Et donc ça marque énormément. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, je me souviens très bien de la chute de Dien Bien Phu. C'était en 54, c'était en juillet-août, je pense. J'étais au bord de la mer. Je crois que j'en ai pleuré. Et pourtant, j'étais pas vieux. Personne ne se souvient aujourd'hui de... Personne ne sait en quelle année est tombé Dien Bien Phu, personne ne sait en quel mois. Moi je vous dis, c'est en 54 et c'est un été. Voilà. Et je ne peux pas voir aujourd'hui encore des images de l'assaut de Dien Bien Phu. Je coupe la télévision. D'accord. Vous voyez, donc cette période d'enfance, d'adolescence, elle a été marquée par des images fortes de guerre. Bon, après les guerres, c'est pour ça que maintenant, quand j'entends à la télévision dire nous sommes en guerre, mais j'ose pas dire que ça me fait rire, mais ça me fait de la peine. Parce que les guerres d'Espagne, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, la répression de Madagascar, 100 000 morts, c'était quand même autre chose que... j'arrête là-dessus, parce que je vais être désagréable. Sur certaines choses. En tout cas, on sent un homme sensible. On le sent à travers vos écrits. Vous n'êtes pas insensible au malheur d'autrui, à la pauvreté. Vous pourriez nous parler de votre engagement social en dehors de vos poésies, finalement? Oui, mon engagement social, c'est assez marrant, parce qu'un matin, que je déjeunais à côté, là, et puis j'avais ouvert le poste de radio, comme je fais, et j'ai entendu une interview de Sœur Emmanuelle. D'accord. Bon, je pense que tout le monde connaît Sœur Emmanuelle. Elle a fait un discours sur les chiffonniers du Caire, et puis à la fin, il y avait un appel au portefeuille. Et pour la première fois depuis peut-être plus de 20 ans, je suis monté chercher le chéquier et j'ai rédigé un chèque. Tellement c'était émouvant. Sœur Emmanuelle est un personnage absolument extraordinaire que j'ai ensuite retrouvé à Bordeaux, et pour qui je pense qu'elle était capable d'entraîner tout le monde derrière elle. D'ailleurs, elle l'a fait.
Donc, après, de fil en aiguille, sœur Emmanuelle, c'est d'abord ma fille qui est allée en Égypte, puis ma fille a connu quelqu'un d'un Aveyronais qui avait créé une association pour les enfers des Philippines. D'accord. Elle a dit à ce gars-là, ah ben tu sais, mon père il s'occupe de l'éolienne. Bon, alors l'Aveyronais m'a écrit, monsieur, est-ce que vous pourriez mettre une éolienne aux Philippines dans les champs de riz? Bon, moi j'ai regardé, je lui ai dit, écoute, avec les typhons, les cyclones et tout le bazar, et puis en plus j'ai pas de statistiques météo, donc ça me paraît pas très très raisonnable, mais on va faire du solaire. Et donc, pendant 3 années, je suis allé aux Philippines et on a monté une installation solaire chez une bonne sœur qui avait créé une coopérative paysanne. Et donc, pendant 3 années, en été, on s'est retrouvés, une petite équipe, et puis ma femme aussi, au milieu des rizières, avec cette bonne sœur qui était une sœur de l'Assomption, une véritable locomotive, et puis qui s'occupait des femmes, des enfants, pas trop des hommes, parce qu'en général les hommes étaient complètement bourrés dès le matin avec l'alcool de riz ou l'alcool de noix de coco, et c'est les femmes qui bossaient. Donc ça a été la découverte de l'Afrique. Puis ensuite, ce passé d'armée coloniale, j'ai dû le transmettre le virus à mes enfants, puisque un de mes fils a été professeur au lycée de Saint-Louis du Sénégal, ma fille ensuite dans un hôpital du Cameroun, et donc je suis allé au Sénégal, au Cameroun, au Mali, au Burkina Faso, et donc toute une expérience, et toujours, alors je couplais mon goût pour les énergies renouvelables, et puis justement l'équipement du tiers-monde. Alors quand je regarde ce qui se fait aujourd'hui, ça me fait sourire parce que moi j'ai installé des panneaux de 50 watts et aujourd'hui on parle de 50 mégawatts. Bon, j'étais un petit peu à côté de la plaque. Non, mais j'étais simplement précurseur. Mais donc un engagement fort, oui effectivement, pour les pays du tiers-monde. Et puis quand on voit ce qui se passe dans le tiers-monde et qu'on vient ici, là aussi on se prend à sourire. Parce que tous les gens qui à la télévision disent « vous êtes malheureux, ah, voyez comme vous êtes malheureux, ah, c'est terrible en France ». Mais non, allez voir ailleurs. Je pense que les gens l'ont compris à travers cette interview. Vous êtes un homme riche d'expérience, riche de souvenirs, riche de voyages, riche d'émotions. Vous êtes surtout aussi un homme littéraire et tout ça se ressent à travers vos poésies. Donc j'invite vraiment tous les lecteurs, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo à découvrir votre nouveau livre Métis, si vous voulez bien le remontrer à la caméra. Métis, donc c'est toute la richesse de cet homme, Wilbramar, voilà, qui se ressent à travers la musicalité de la poésie. Donc, pour répondre à votre question, Métis, c'est en fait l'aboutissement d'une vie. Et par rapport au premier livre, Le Goéland assassiné, qui couvrait 30 années d'écriture, les textes de Métis ont été écrits en 2014 et 2015. Non, c'est une période de 2 ans d'écriture. Donc l'écriture est plus homogène, elle est peut-être plus travaillée aussi. Et elle s'est enrichie des rencontres que j'ai pu faire. De toutes les rencontres, de toutes vos références culturelles, de tous vos souvenirs, de toutes vos émotions et de tout ce que vous êtes finalement. Eh bien, merci beaucoup Nadia. Avant de terminer, est-ce que vous pourriez nous lire un de vos poèmes? Un de mes poèmes. Alors, tout dépend de l'impression. Votre préféré? Je vais lire Mayakovsky. Allez. Alors, j'aurais pu lire Cosmologie, parce que Cosmologie, c'est dans le dernier chapitre, qui est le chapitre de la sagesse, après la mort, où Wilbramar devient probablement, peut-être pas à la droite de Saint-Pierre, mais pas loin. Et oui, parce qu'on n'a pas quand même parlé des références religieuses, mais il y en a un tout petit peu. Oui, il y en a beaucoup, parce qu'il faut que je vous dise quand même que dans mon village perdu, j'ai pas fait la 6e, j'ai fait la 6e avec mes parents et le curé. D'accord. Qui m'a appris le latin, et après m'avoir appris le latin, il m'a amené à l'église où j'étais Escula Majou, en catalan, c'est enfant de chœur principal.
parce que j'étais le fils du maître dans ce village, donc l'intello du coin, Brantou, et puis les petits paysans, ils étaient derrière moi. Donc, ça fait une très mauvaise éducation. Donc cosmologie a obtenu une violette d'argent à Toulouse, que j'ai cherché au mois de mai. Mais c'est un poème un petit peu long et puis un petit peu triste, puisque c'est après la mort. Je préfère vous lire Maïakovski. Oui. Parce que Maïakovski, c'est un poème très très excessif. Vous savez que c'était le poème... Alors, officiellement, c'est le poème du communisme russe. En réalité, c'est quelqu'un qui dépasse très largement tous les cadres. Il était excessif dans tous les domaines, à tel point d'ailleurs qu'il s'est suicidé. Donc, dans ce poème Maïakovski, il y a l'admiration que je lui porte, l'admiration que je porte à la période des années 30, puisqu'il s'est suicidé en 1930. Et puis, il y a beaucoup de cynisme, beaucoup de dérision, et puis aussi beaucoup de tendresse pour Maïakovski, et puis son amie Lily, qui s'est consolée assez vite, mais bon, ça c'est un autre sujet. On est toujours dans le cynisme, la dérision, parce que la vie est un peu comme ça. Alors, Maïakovski, c'est page 46. Donc on vous écoute pour Maïakovski, un de vos poèmes, extrait du livre Métis. Je vous en prie. Oui. C'est pas Poupée russe. Après Poupée russe, c'est Maïakovski. 46. Alors, je commence par une citation de Maïakovski qui dit « Mais même sans lire beaucoup, nous savons dans quel camp nous ranger. » Bon, ça c'est clair, puisque c'était le poème officiel du communisme. Il admirait beaucoup Lénine. Et donc, sans lire beaucoup, le peuple ne lisait pas beaucoup, mais il savait de quel côté il fallait aller. C'est avec tristesse que j'apprends ton suicide, Maïakovski. Je sais, c'est un peu tard. Lily s'est consolée, puis morte. Néanmoins, au regard des temps que sont 84 années même de plomb, rien, absolument rien, camarade Maïakovski. Je t'envoie des nouvelles de France, de Paris. Ici, ça n'a pas trop changé par certains côtés. Les artisans et ouvriers ont pris possession de Versailles pour le restaurer grâce à des dons venus d'Amérique. Il est très possible que certains sifflent encore l'international. Et c'est toujours très dur à Paris pour une femme, si la femme ne se vend pas mais travaille. À Moscou, ça dépend. Il y a du meilleur et du pire aussi, Maïakovski. Des fils d'ouvriers se promènent dans de belles et longues limousines allemandes, mais pas tous. Il y a encore des progrès à faire. Voilà en résumé Maïakovski. Ah, j'oubliais. J'oubliais de te dire, entre-temps, il y a eu des guerres, dont une grande, et beaucoup de morts. Indifféremment prolétaires et bourgeois, et même des Noirs américains, avec quelques blancs. Mais depuis, tout est rentré dans l'ordre, globalement. Dors en paix, camarade Maïakovski. Dors en paix. Tout va à peu près bien ici. Merci Villebrun, vous êtes un homme passionné, passionnant. Une dernière question pratico-pratique, où trouve-t-on votre livre si on veut l'acheter? Si on veut l'acheter, le système de diffusion des éditeurs fait que les libraires ne stockent que les grands succès. D'accord. Donc, par contre, il y a un système de numérotation qui fait que vous allez chez n'importe quel libraire, vous dites « Commandez-moi Métis de Vibramar aux éditions L'Harmattan » et le libraire pourra le commander. Très bien. Ben écoutez, je vous remercie pour cette interview. À bientôt. Merci Nadia.